Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis avec mes deux comparses habituels, FX Salut. et Julien. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avions rencontré un rôdeur royal au nom légendaire et très connu d'Aragorn, et nous avions discuté longuement avec lui. Aujourd'hui, nous quittons la chaleur de la cheminée du Poney Fringant pour s'engager dans les chemins boueux et marécageux, direction Foncombe. Préparez votre anti-moustique et vos boules qui est, la route s'annonce pour le moins désagréable. Prochain arrêt, une certaine tour d'Amonsoul, une halte dangereuse où nous pourrions bien rencontrer des ombres pour la première fois à couteau tiré. N'hésitez pas à nous donner une note si vous appréciez notre travail ou à nous suivre sur les réseaux, ainsi qu'à nous envoyer des messages ou des remarques si vous avez certaines questions. Ne perdons point de temps, après tout, nous sommes suivis. C'est parti. Chapitre 11. Un poignard dans le noir. Nous retournons quelques instants à Creux-le-Cric, où des événements quelque peu alarmants allaient bientôt avoir lieu en parallèle de ceux à Brie. En effet, alors que Groslart regardait par l'embrasure de la porte, il aperçut dans l'obscurité une ombre sous les arbres. Il referma aussitôt la porte et la verrouilla. Plus tard, ce soir-là, il entendit le bruit sourd de 3 chevaux approcher. Ni une ni deux, c'était une question de vie ou de mort, Groslart s'enfuit par la porte de derrière. « Ouvrez, au nom du Mordor !» dit une voix grêle et menaçante. Ils forcèrent la porte pour entrer, mais au même instant, des corps retentirent. Groslart, dans sa fuite, s'était dirigé vers la maison la plus proche. Tombé à genoux sur le pas de la porte, il supplia. « Non, non, non !» cria-t-il. « Non, pas moi, je ne l'ai pas !» Après avoir déchiffré ces balbutiements, il n'en fallut pas plus au Brandy-Book pour comprendre que des ennemis en voulaient au pays de Bouc. La sonnerie des corps du pays n'avait pas été entendue depuis une centaine d'années, depuis la venue des loups blancs, au cours du rude hiver ayant gelé les eaux du Brandivin. Debout, alerte, au feu, aux ennemis ! Que les petites gens sonnent de leur corps. Sauron s'occuperait d'eux en temps voulu. Ils savaient à présent que l'anneau était parti. Les cavaliers noirs renversèrent les gardes à la porte sud et disparurent hors du comté. Pour rappel aussi, Groslart, c'est bien Frédégar Bolger, Oui, notre ami avec son en magnifique fonction surnom. des traductions. Mais du coup, on parle un peu de guerre Ah ouais, au pays, enfin en comté. on entend les corps Ouais. des Brandy-Book, c'est fou, hein. Comme quoi, ils sont un petit peu plus quand même regardis qu'on le dit aussi. Ouais, Quoi. bah c'est ce qu'on disait au nom de prologue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Tolkien précisait que effectivement ils se battaient rarement, mais ils étaient capables de le faire dans le cas où ils en avaient vraiment besoin. Frodon se réveilla rapidement pour apercevoir le rôdeur sur le qui-vive, et puis il se rendormit. Ses rêves furent troublés. On eût dit que le vent tourbillonnait autour de la maison et la secouait, tandis qu'un corps sonnait farouchement au loin. À leur réveil, le rôdeur les amena à leur chambre. Les fenêtres forcées battaient sur leurs gonds, les rideaux volaient, les lits étaient tout de travers et les traversins tailladés, jetés à terre. Aragorn alla chercher l'aubergiste, qui disait n'avoir pas dormi de la nuit, mais malgré tout rien entendu. Il n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. Des clients qu'on empêche de dormir dans leur lit, et de bons traversins réduits en charpie et tout. Où va-t-on ? C'est ça qui l'inquiète. C'est ces pauvres petits traversins qui ont été pétés alors qu'il a failli avoir une brochette de hobbits morts. Vers des jours sombres, dit le rôdeur. Mais il le rassura, en lui disant qu'ils partaient sur le champ et que sans eux, il ne risquait plus de problème. Pas de déjeuner. Quelques bouchées sur le pouce suffiront. Mais Poire de Beurré revint la mine consternée. Les poneys avaient disparu. Les portes de l'écurie avaient toutes été ouvertes. Les poneys de mairie manquaient à l'appel, ainsi que toutes les autres bêtes. Frodon était accablé par la nouvelle. Comment pouvait-il espérer gagner Foncombe à pied, poursuivi par des adversaires à cheval ? Mais de toute façon, d'après le rôdeur, des poneys ne font pas le poids par rapport à des chevaux non plus, et ils n'iront pas plus lentement qu'à pied sur le chemin qu'ils comptent prendre. Le souci, ce sont les provisions. Il n'y aura pas de ravitaillement d'ici à Foncombe. Qu'êtes-vous prêt à porter sur votre dos ? Tout ce qu'il faudra, répondit Pipin, découragé, mais voulant paraître plus brave qu'il ne le paraissait. Je peux en prendre assez pour 2, dit Sam, d'un air de défi. N'est-il pas possible de faire quelque chose, monsieur Poire de Beurré demanda Frodon. Trouver 2 ou 3 poneys dans le village, ou même un seul, juste pour les bagages. Je ne pense pas qu'on puisse en louer, mais peut-être qu'on pourrait en acheter, ajouta-t-il d'un ton dubitatif, se demandant s'il en aurait les moyens.
Norbert en doute. Les rares qui auraient été disponibles étaient dans l'écurie, et pour le reste, il y a peu de bêtes à Brie. Mais il demandera au voisinage. Le rôdeur est d'accord qu'il faudrait au moins un poney. Mais voilà qui anéantit tout espoir de partir de bonne heure, sans nous faire repérer, dit Grandpa. Je vois une miette de réconfort dans tout cela, remarqua Mary. Et plus qu'une miette, j'espère. On pourrait prendre le petit déjeuner en attendant. Et le prendre à table. Ils perdent pas le nord. Hein. Et le deuxième petit déjeuner, peut-être. Il n'y a plus qu'à dénicher Nob. Ce n'est que 3 heures plus tard que Bob revint avec la nouvelle. Bill Fougeron était prêt à vendre son vieux poney. C'est une pauvre vieille bête à moitié affamée, dit Bob, mais il voudra pas s'en séparer pour moins de 3 fois sa valeur. Voyant que vous êtes dans un tel pétrin, pas le Bill Fougeron que je connais. Apparemment, Bill Fougeron aurait été gentil par le passé, d'après les dires de Bob. Ou en tout cas, il était moins... Sacré Bill. Ce ne serait pas un piège? Se pourrait-il que la bête revienne à lui d'un trait avec toutes nos affaires? Demanda Frodon. Je me le demande, dit le rôdeur. Mais je ne puis concevoir qu'un animal puisse souhaiter retrouver un tel maître une fois libéré. Cette délicate attention de maître Fougeron n'est rien de plus qu'une occasion de profiter encore davantage de la situation. C'est pas de lui qu'on disait justement que Bill, en 40, c'était pas le voisin à avoir. Exactement. Le mec profite de tout. Genre le gars Là qui où il vient... peut- Je suis sûr que c'est le mec, les cavaliers noirs, ils venaient taper à leur porte. Ils disaient « Ok, les hobbits sont cachés là, juste sous le plancher, vous pouvez y aller. » Voilà. Et du coup, pour la récompense, on fait un virement ou... Poire de Beurret paya de son argent 12 pièces, plus 18 sous à Mary en guise de compensation pour la perte de ses poneys. C'est un honnête homme, riche, comme on comptait les choses à Brie, mais 30 sous d'argent était pour lui un rude coup. Et le fait d'être escroqué par Bill Fougeron le lui rendait encore plus difficile à supporter. Mais Norbert sera finalement gagnant. Les poneys ne furent pas volés, mais avaient été chassés ou s'étaient eux-mêmes enfouis de peur. On les retrouvera aux 4 coins de Brie. Quant à ceux de Mary, ils avaient pris pour but de retrouver Gronigo. Ils restèrent alors un temps sous la garde de Tom Bombadil qui, une fois tenu au courant des événements de Brie, les renvoya à Poire de Beurret. Gronigo, donc c'était un des poneys qu'ils avaient, mais qui était... Non. Donc c'était le poney de Tom. C'est le poney de Tom Bombadil. C'est ça, exactement. Donc c'est drôle quand même que ces poneys se disent « Oh, on est un peu dans la merde, on retourne vite chez notre pote Ouais. qui a... Bah, ils sont en sécurité dans le pays de Tom. Ouais, clairement. Qui, je pense, avait aussi un peu une petite consonance magique, ce poney, non Bon, en tout Plus cas... malin. Bon, il répond à la magie de Tom, visiblement, donc c'est plus ça. Je sais Ouais. plus, dans l'épisode, je me souvenais qu'il les retrouvait, enfin, il allait les chercher, il était un peu plus malin, entre guillemets, comme poney. Ouais, je sais plus exactement ce qu'ils en disaient, mais c'était vraiment le poney très fidèle de Tom. Excuse-moi, FX, est-ce qu'ils ont donné un nom au poney qu'ils achètent à Bill? Ouais, je crois pas qu'il encore. il lui donne, hein, mais il lui donne après. Ah, c'est Peut-être ça. plus tard, mais en tout cas, moi, dans ma partie, je ne pense pas qu'il y en a. On verra à On la verra. fin, mais je ne pense pas. Parce que dans le film, ils l'ont appelé Bill le poney. Ah ouais Ouais. Ah. Donc j'imagine que c'est un clin d'œil à ça. Ah oui, mon bon vieux Bill. Ouais, c'est ça. Oui, C'est je vrai. crois que Il c'est... le laisse repartir devant la Tout Moria. à fait. Mais je ne sais pas si dans le livre, ils vont lui donner le même nom, justement en Oui, oui. référence oui. à Bill Fougeron, mais pour lui redonner... Bah, en tout cas, ça, c'est un autre truc qui est assez un peu étrange, je trouve, dans les films, c'est que les hobbits partent sans poney du tout. Tout du long de... Le voyage a l'air est beaucoup plus court dans la narration du film, évidemment. Ouais. Là, on va le voir dans la suite. En fait, c'est ce qu'il leur reste à faire. Ça nous paraît bref en termes de chapitrage, mais C'est énorme. il leur reste en fait des semaines encore de marche. Oui, Ils en clairement. ont pour 2-3 semaines, je crois, là encore à marcher. Ouais. Mais pour l'instant, tout ce que Norbert avait était une foule de voyageurs dépouillés qui l'accablaient. L'acolyte de Bill Fougeron, l'homme aux yeux louches, était également porté disparu. Les soupçons furent aussitôt dirigés sur lui. Après le petit déjeuner et avoir fait quelques réserves, ils prirent enfin la route vers 10 heures. C'était l'ébullition au village. La disparition de Frodon, les cavaliers noirs, le cambriolage de l'écurie. La plupart des habitants de Brie et de Racard, voire un bon nombre de ceux de Combes et d'Archette, s'étaient amassés dans le chemin pour assister au départ des voyageurs. Le rôdeur voulait désormais quitter Brie par la grande route pour éviter les champs, qui ne feraient qu'aggraver la chose. Ils dirent au revoir à Nob et Bob, ainsi qu'à Poire de Beurret. Ils partirent, le regard de la foule fixé sur eux. Tous les visages n'étaient pas amicaux, ni tous les cris furent lancés, mais le rôdeur semblait intimider la plupart des Brionnais, et ceux qu'il dévisageait se tassaient et disparaissaient. Sam, dernier de la compagnie avec le poney, mastiquait une pomme d'un air pensif. Il en avait une poche pleine. Un cadeau d'adieu de Nob et Bob. Des pommes pour marcher et une pipe pour souffler, dit-il. Mais j'ai comme l'impression que les deux vont me manquer d'ici peu. Le goût des bonnes choses.
Les hobbits ne faisaient pas attention aux regards émanant de derrière les fenêtres et de certaines maisons. Mais Frodon en vit une peu éclairée et mal entretenue près de la porte sud, où il entrevut un visage au regard oblique et sournois qui disparut aussitôt. Drago Malfoy. Mauvais univers, mon cher Cyril. Mince. C'est donc là que se cache cet homme du sud. Il ressemble plus qu'à moitié à un gobelin. Donc en gros, là, on parle... donc en ce qui concerne cet homme à demi-gobelin, on les appelle les demi-orques. Donc c'est une nouvelle race qu'on n'a pas... Je ne sais pas si on en parlait dans l'autre... C'est vraiment un demi-orc? Oui. Donc les D'accord. demi-orques, les half-orcs en anglais, ce sont des espions et guerriers à la solde de Saruman, probablement Ok. obtenus grâce aux mêmes techniques de croisement utilisées pour les Uruk-hai. Et donc selon le wiki, celui-ci serait un hors-la-loi du sud, agent de Saruman et vendeur d'herbe à pipe. Incroyable. Ouais. Ah, ça je savais pas du tout parce que je savais il disait que sa tête avait une tête de gobelin, mais il parlait d'un homme du sud. Ah, donc c'est vraiment un demi-orc. C'est vraiment des demi-orcs, c'est vraiment une race qui existe. Ce serait Saruman qui principalement les aurait... Mais il tient une agence matrimoniale en fait où il permet à des hommes de rencontrer des Alors, orques voilà. femelles ou Tinder à pour... des femmes orques de rencontrer des hommes. Mais attends, mais c'est assez fou parce qu'ils du coup ils se font quand même dans la population des hommes en tant que demi-orc. Ouais, Ça, c'est- ouais. Mais bon, ils sont clairement reconnaissables. Il le dit carrément qu'ils ressemblent plus qu'à un demi-gobelin qu'on le dit, quoi. Donc ça se Ouais. voit. Eh bien écoutez, je regarde en même temps que vous discutez sur les origines de ces demi-orques. Elle est inconnue. Officiellement, leur origine et leur nature est inconnue. Mais il est dit effectivement que c'est bien Saruman au troisième âge qui a appris en fait des techniques pour mélanger ces Oui, c'est différentes ça. races. Mais je crois Que les qu'aussi la hypothèses. défense, enfin ou comment dire, ce que Tolkien avançait comme argument pour ne pas développer, c'est aussi que c'était des procédés tellement ignobles, Ouais. de magie noire tellement vicieuse que il ne pouvait pas en parler. Bon, on peut imaginer qu'un Comme orc... ça, ce qui laisse aussi l'imagination à Oui, toutes oui. les plus grandes folies. Mm. Et ouais. Et donc en gros, il y avait énormément, donc il y en avait beaucoup qui servaient d'espions, qui étaient à la solde de Saruman. Beaucoup travaillaient dans les cavernes que Saruman avait, Ah. Mhm. avait à Isengard, dont la plupart sont morts tout simplement noyés dans La guerre des Ents. dans la guerre des Ents, et d'autres ont participé à la Ah bah. guerre contre le gouffre de Helm, dont ils faisaient partie des 10 000 Uruk-hai, et Ok. sont aussi morts, soit dans le combat, soit par les Huorn. Je tombe quand même sur. Ok. Excusez-moi, je reviens dessus en fait parce que là je continuais de lire en même temps. Et il y a quand même une réponse de Tolkien qui est un peu plus précise. Ça provient de L'Anneau de Morgoth, 5e partie, Mythe transformé. Donc ça a été écrit par Tolkien et par son fils Christopher. Et dedans, Tolkien répond ceci à propos de l'origine des demi-orques. Il dit: il devient clair avec le temps que des hommes incontestables pourraient, sous la domination de Morgoth ou de ses agents, être réduits en quelques générations presque au niveau d'esprit et d'habitude orques. Et ensuite, ils seraient ou pourraient être amenés à s'accoupler avec des orques, Ah ouais. produisant de nouvelles races, souvent plus grandes et plus rusées. Donc ouais, donc c'est visiblement par le... Donc en fait, il faut être complètement corrompu, il faut être une sorte de... Ouais. faut être Ouais. ramené à un état de grosse loque, et puis après, en fait, tu peux t'accoupler avec un orc. C'est quand même immonde. Bah, tu peux... Ouais. Ouais, c'est ignoble. Bah, tu peux voir ça comme Gollum, dont l'apparence a totalement changé. Il n'a plus rien, Oui, mais- plus grand-chose d'un hobbit à part ses grandes mains et ses grands C'est pieds. pas accouplé avec un orc. Ah, ce n'est pas le monde Oh, tout bon, on n'en sait rose rien, et hein, non. tout beau que... En 500 ans, il a pu en faire des choses, Gollum. Le séducteur, Avec son petit pagne. et ses beaux cheveux dans le vent. Ses 4 cheveux sur son crâne. Donc retournons à Brie. À l'abri. Derrière la haie, un autre homme les regardait d'un air effronté et méprisant. « Salut, l'oncle Cannes, tu pars Ah, vas-y, On vas-y. continue les accents. Tu pars bien de bonne heure. Tu t'es enfin trouvé des amis. » Le rôdeur hocha la tête, mais ne répondit pas. « Salut, mes petits amis. Je suppose que vous savez à qui vous avez affaire. C'est le rôdeur Grandpas, ça. Encore que j'ai entendu d'autres noms moins jolis. Faites bien attention cette nuit. Et toi, Samy, que je te prenne pas à maltraiter mon pauvre vieux poney. » Il Oh. cracha une seconde fois. On le voit. Hein. Sam se retourna vivement. « Et toi, Fougeron, cache vite ta sale trogne ou je te jure qu'elle va avoir mal. » D'un geste soudain, rapide comme l'éclair, une pomme partit de sa main et alla frapper Bill en plein sur le nez. Des jurons montèrent de derrière la haie. « Une bonne pomme de gaspiller, dit Sam, avec une pointe de regret, reprenant sa marche d'un pas décidé. Encore un bon exemple des hobbits qui savent extrêmement bien viser, hein, on l'avait Ouais. déjà évoqué. Avec des pierres, ou en l'occurrence. Des pommes. Ils quittèrent le village et les badauds les abandonnèrent petit à petit. Ils continuaient quelque peu sur la route vers l'est,
apercevant çà et là des maisons ou trous de hobbits. Au bout d'un moment, ils croisèrent une piste étroite et l'empruntèrent, quittant ainsi la grande route. « Pas un raccourci, j'espère, dit Pipin. Notre dernier raccourci dans les bois a failli nous conduire au désastre. »« Ah, mais vous ne m'aviez pas avec vous à ce moment-là, dit le rôdeur en riant. Mes raccourcis, courts ou longs, ne tournent jamais mal. » D'autant plus que c'était Merry qui leur avait fait passer par la forêt noire. Il est quand même gonflé. Enfin, la vieille forêt, pardon. Ah, c'est Pipin qui dit ça ici. Ah. Le plan d'Aragorn était de se diriger vers Archette, mais de dévier vers l'est, tout droit vers les monts Venteux, évitant donc la grande route. Il faudra cependant traverser les marais. S'il n'eût été pour les événements de la veille, cette partie du voyage leur fut relativement agréable. Le soleil brillait, clair mais pas trop chaud, les bois de la vallée conservaient un feuillage dense et coloré, et ils semblaient paisibles et sains. Le rôdeur allait et venait, suivant des parcours sinueux pour rendre leur poursuite plus compliquée. Bill Fougeron aurait pu les voir quitter la route, et il pourrait le raconter aux autres, mais tant mieux, s'il croyait qu'ils se dirigeaient vers Archette. Grâce aux rôdeurs ou quelque autre raison, ils n'entendirent aucun son d'aucune autre créature vivante ce jour-là. Le lendemain, ils mettèrent le cap sur l'est, tout était toujours paisible. Au 3e jour de leur départ de Brie, ils sortirent du bois de Chette. Ils entraient à présent dans une vaste étendue de plaine, Brie étant loin derrière eux. Ils se trouvaient en pays sauvage, loin des sentiers battus, et ils approchaient des marais de l'eau, aux cousins. Le sol devint plus humide, marécageux par endroits. Ici et là se trouvaient des étangs et de vastes jonchères et roselières remplies de gazouillis d'oiseaux invisibles. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la marche se fit plus lente et plus dangereuse. Les mouches commencèrent à les harceler et l'air pullulait de minuscules moucherons qui se faufilaient sous leurs vêtements et dans leurs cheveux. « Mais qu'est-ce qu'ils ont quand ils n'ont pas d'hobbit à se mettre dans la pipe » s'écria Sam, se grattant le cou. Ils passèrent une journée et une nuit pénible dans ce pays solitaire. Leur campement humide et froid n'était pas des plus confortables, et les insectes piqueurs, accompagnés de milliers de grillons chanteurs, ne s'arrêtèrent jamais, refusant de les laisser dormir, et rendaient les hobbits complètement fous. Le jour suivant, la journée et la nuit ne fut guère mieux. Les grillons étaient restés en arrière, mais les moucherons piqueurs, eux, ne les lâchaient pas. Frodon, étendu, exténué, mais incapable de fermer les yeux, sembla voir au loin une lueur dans le ciel de l'Est. Elle venait par éclairs et disparaissait de manière répétée. « Quelle est cette lumière » demanda-t-il à Grand'Pa qui s'était levé et regardait dans la nuit. Mais même lui ne sut lui répondre. On aurait dit des éclairs jaillissant d'une colline. Frodon, contemplant ces éclairs encore longtemps, finit par sombrer dans un sommeil inquiet. Le 5e jour, enfin, ils quittèrent des derniers étangs et le pays devant eux se mettait à remonter. Loin à l'est se distinguait une rangée de collines. La plus élevée d'entre elles, tout à droite, était un peu à l'écart des autres. Elle présentait un sommet conique légèrement aplati à la cime. « Voilà le mont Venteux » expliqua Grand'Pa. « Nous pourrions y être demain midi. Elle se trouve tout près de la route. Je ne sais ce que nous pourrions y trouver, mais je suppose que c'est ce que nous avons de mieux à faire. »« Mais nous espérons y trouver Gandalf, n'est-ce pas » demanda Frodon. « Oui, mais l'espoir est mince. À moins d'un coup de chance qui nous ferait arriver en même temps, nous serions sûrs de nous manquer. Il serait trop dangereux pour lui ou pour nous de rester trop longtemps là-bas. Et si les cavaliers ne nous trouvent pas en terre sauvage, ils risquent de se diriger vers ces monts qui dominent toutes les terres environnantes. Mains oiseaux et bêtes de ce pays pourraient nous apercevoir du haut de cette colline. Tous les oiseaux ne sont pas inoffensifs, et il est d'autres espions encore, plus malfaisants qu'eux. » Grand'Pa conclut qu'il leur fallait mieux se diriger vers l'est, aussi directement que possible, vers les collines et non pas directement vers le mont Venteux. De là, ils emprunteraient un sentier qui les y conduirait par le nord, par un chemin moins fréquenté. Toute la journée, ils cheminèrent, jusqu'au soir froid et précoce. Ils laissèrent les marais brumeux derrière eux, le pays devenant maintenant plus sec et plus aride. Puis, le soleil sombra dans les ombres de l'est et un silence de mort tomba. Les hobbits songèrent à la douce lumière du soleil couchant, passant à travers les souriantes fenêtres de cul-de-sac. Cette nuit-là, ils dormirent près d'un cours d'eau, et le lendemain, ils se mirent en route peu après le lever du soleil dans l'air gelé du matin. Les hobbits se sentaient rafraîchis, comme s'ils avaient dormi toute la nuit. Ils commençaient à s'habituer à marcher en faisant maigre chair, enfin, plus maigre en tout cas que ce que dans le comté ils auraient cru à peine suffisant pour tenir sur leurs jambes.
Pipin était d'avis que Frodon semblait prendre de la forme. Très curieux, dit Frodon en serrant sa ceinture, car il me semble avoir perdu quelques rondeurs. Bon, j'espère ne pas maigrir indéfiniment, sinon je vais finir comme un spectre. Ne parlez pas de pareilles choses, réagit alors Grand'Pa, avec un sérieux surprenant. Les collines s'approchaient maintenant. Tout le long de leur arête, les hobbits pouvaient distinguer ce qui pouvait s'apparenter à des vestiges de murailles, à des chaussées couvertes de végétation. À la nuit tombée, ils étaient au pied de la pente ouest et y établirent leur campement. C'était le soir du 5 octobre, et 6 jours s'étaient écoulés depuis leur départ. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, c'est effectivement un voyage beaucoup plus long que ce qu'il n'y paraît dans les films. Oui, je te dis. Ils sont à peu près 3 semaines de marche de Fontcombe au moment où ils démarrent de Brie, et là, ils sont déjà au 6e jour, et ils arrivent à peine à apercevoir. On comprend d'autant plus l'importance des voyages et aussi la complexité de l'organisation au niveau des provisions. Tout à fait. Ça paraît moins facile. Oui, ça a plus d'enjeux ici, et en plus, ça me fait... Moi, je trouve que ça nous fait beaucoup plus comprendre que Le Seigneur des Anneaux, c'est une épopée, et c'est vraiment ce trajet-là, en fait. Dans le film, c'est vraiment, c'est un peu l'intro, c'est chiant, on va la couper. Mais en fait, c'est tout ça, en fait. C'est déjà l'histoire, c'est déjà passionnant, c'est les tertres, c'est... Exactement. Je trouve vraiment que ça a été trop éludé dans les films, au final. C'est difficile. Et puis c'est vrai qu'à la lecture, tu peux avoir... on l'a déjà répété, mais parfois certaines longueurs, parce que Tolkien prend vraiment le temps de tout décrire. Ici, en vous résumant, il y a des passages qu'on élude, ou alors qu'on résume, qui ne sont pas des passages vraiment d'histoire, mais qui sont simplement des passages très descriptifs des terres, de la couleur de la végétation, de la route qui tourne à droite, de la route qui tourne à l'ouest, vers tel fleuve, de telle rivière qui passe, qui vient de tel mont. Et voilà, c'est pas très évocateur à la première lecture, puisqu'en fait, on apparaît comme ça dans cet univers-là sans le connaître, et c'est parfois un peu... Avec une carte sous le nez, c'est quand même pratique. Ça permet d'avoir une belle visualisation de la géographie et de comprendre aussi les paysages et leur cohérence par lesquels ils passent. Vous avez notamment beaucoup de cartes sur Internet, notamment une carte interactive que vous pouvez trouver facilement. Ouais, où ça refait tout leur voyage. Ce serait pas mal d'avoir une sorte de street view de la Terre du Milieu. En tout cas, les chemins qu'ils ont utilisés, autres que ceux des... J'avais déjà parlé de ceux qui, d'un projet, mais c'est sur Minecraft. Ah, mais ils l'ont fait. Donc il y a des gars en fait qui ont repris Minecraft, qui ont mis énormément de mods, donc c'est un peu compliqué à télécharger. Je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais si vous voulez, vous pouvez. Ça s'appelle Ardacraft, vous pouvez aller voir, il suffit de posséder le jeu, et ils ont refait la quasi-totalité de la Terre du Milieu en selon Minecraft. Les livres en plus. Selon les livres, donc de façon très détaillée, avec quelques villages qu'ils ont dû créer en plus, parce qu'il n'y a pas tout. Et donc, comme ils ont beaucoup de textures en plus, c'est pas le Minecraft que jeu vidéo vous connaissez, quoi. C'est vraiment en mode médiéval, et ils se sont vraiment donné du mal, et si vous voulez, il y a moyen vraiment de se balader dans la Terre du Milieu. Vous pouvez même participer si vous voulez continuer à créer l'univers, si vous connaissez un petit peu. Donc ça veut dire que tu peux même, vu que c'est basé sur les livres, tu peux aller voir la maison de Tom, ou te balader au Galgal, là, c'est sympa ça. Et il y a aussi, d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais c'est l'Otro, Lord of the Rings of Line, où les développeurs sont très connus pour lire le livre et l'adapter en jeu vidéo vraiment à la virgule près, et donc il y a vraiment la veste de Bilbon qui est accrochée au bon endroit et tout, donc si vous voulez aussi une bonne description de l'univers. Il y avait déjà ça un peu dans je pensais, il y a déjà ça dans les jeux L'Ombre du Mordor, etc. Mais rien que le fait de pouvoir se balader justement dans des endroits super dangereux. L'histoire de L'Ombre du Mordor n'est pas... Non, bien sûr, mais je veux dire, dans les univers, dans la géographie, je me disais, pouvoir se balader dans des endroits inaccessibles tels que le Mordor, déjà, ça doit être... En tout cas, on a quand même une image de cette terre-là assez désolée depuis le début de leur départ. C'est quand même pas très joyeux, la Terre du Milieu à ces endroits-là. Enfin bon, on verra quand ils arriveront dans les pays des elfes, c'est peut-être un peu mieux, mais là, c'est quand même très sombre. Le lendemain, ils s'enfoncèrent dans des vallons et longeaient de haut talus. Et quand ils s'aventuraient en terrain plat, il y avait de chaque côté des rangées de gros rochers de pierres taillées qui servaient d'écran aux voyageurs, presque comme une haie. Aragorn expliqua que ces chemins avaient été tracés jadis pour desservir les forts les longs des murs. Et longtemps avant, au premier jour du royaume du Nord, ils avaient construit une haute tour de guet nommée Amon-Sul. Elle fut incendiée et détruite depuis, et il n'en reste alors plus qu'un anneau de pierre désolé. On racontait qu'Elendil lui-même s'était tenu dans la tour autrefois, guettant l'arrivée de Gil-galad à l'époque de la dernière alliance. « Qui était Gil-galad » demanda Merry, mais le rôdeur ne répondit pas. Soudain, une faible voix murmura. « Il était un roi elfe, appelé Gil-galad. Sa mémoire est chantée dans de tristes ballades.
dernier dont le royaume ait été libre et fier, de la mer assurée aux montagnes altières. Longue était son épée, et vive était sa lance. Son aume scintillant se voyait à distance. Les étoiles semées au champ du firmament se miraient à la nuit dans un écu d'argent. Mais en des temps troublés, jadis, il chevaucha à l'ultime bataille où l'ombre le faucha. Son étoile périt dans la nuit la plus sombre, au pays de Mordor, au domaine des ombres. Les autres se retournèrent avec stupéfaction. C'était Sam qui venait de réciter ce poème. C'est monsieur Bilbon qui me l'a appris, dit-il, perplexe. C'est tout ce que je sais, dit Sam, rougissant. C'est monsieur Bilbon qui me l'a appris quand j'étais garçon. Il me racontait souvent des choses comme ça, vu qu'il savait que je raffolais des histoires d'elfes. Il ne l'a pas inventé, dit Aragorn. C'est tiré d'un poème qui s'appelle La chute de Gil-galad, composé dans une langue ancienne. Pour répondre à la petite question de Merry rapidement, parce que peut-être qu'on aura le temps de l'aborder plus tard, je sais qu'FX fera un petit dossier sur les elfes à notre arrivée à Foncombe, comme ça je le tease. Mais Gil-galad, en 2 mots, pour les gens qui l'ignorent, comme l'a très bien dit dans le poème, en fait, c'est c'est le dernier haut roi des Noldor, en fait, qui se battra aux côtés d'Elendil lors de la dernière alliance des elfes. Et pour les familiers du coup des films, c'est la dernière alliance des elfes et des hommes. C'est l'alliance qu'on voit au tout début du premier film du Seigneur des Anneaux, lors de cette énorme bataille où en fait Sauron va perdre son anneau. Et petit fun fact intéressant, en fait Gil-galad va se battre aux côtés d'Elendil et Sauron sera terrassé finalement par Aeglos, donc la lance de Gil-galad, et Narsil, l'épée d'Elendil. Et tous les deux, Gil-galad et Elendil, perdront la vie durant ce combat. Mais c'est grâce à leurs 2 armes qu'ils vont pouvoir terrasser Sauron. Enfin en fait, voilà, oui. Et du coup, Isildur va pouvoir se saisir de l'anneau unique. Donc voilà, Gil-galad, un personnage très important de l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est similaire, je trouve, à la condition pour vaincre Balrog. J'allais exactement parler de la même chose. Ils sont de Le sacrifice. la même puissance et de la Ouais. même engeance, donc c'est amusant. Pour aussi vaincre Balrog, on est obligé d'en mourir, en fait. Même Ouais, les plus ouais. grands héros Mais donc succombé. voilà, c'est encore une dimension que je trouve tellement belle dans l'œuvre de Tolkien, c'est qu'ici, on a tous ces petits hobbits qui arrivent à un endroit comme ça en ruine, et en fait, comme nous, en fait, quand on peut aller dans les châteaux en France ou quoi, où on s'imagine toutes les histoires qui se sont passées là, eh ben, en fait, on peut apprendre toutes les histoires et les grandes quêtes qui se sont passées aux endroits qu'ils traversent. Et ici, encore une fois, c'est beau, on peut imaginer Elendil qui attendait Gil-galad patiemment pour la dernière alliance, dans cet endroit où il va se passer. Je rappelle qu'Elendil est quand même connu comme étant l'un des meilleurs guerriers numénoriens. Il faisait plus de 2 mètres et il était vraiment... Enfin, c'était un Mastoc, quoi. Mastoc qui était vraiment... C'était le gars qui entraînait les armées et tout sur Numénor, quoi. Donc, C'est incroyable. Ils arrivèrent bientôt tout en haut de la colline, et ils trouvèrent, comme le rôdeur l'avait décrit, un ancien ouvrage de maçonnerie formant un grand anneau. À présent écroulé et couvert d'une herbe millénaire en son centre, un caïrn avait été érigé à partir de pièces fracassées. Les pierres étaient noircies comme par le feu. Autour d'elles, le gazon était brûlé jusqu'à la racine, et partout à l'intérieur de l'anneau d'herbe, l'herbe était roussie et racornie, comme si des flammes avaient léché le sommet tout entier. Mais il n'y avait pas le moindre signe d'un quelconque être vivant. « Eh bien, nous y sommes, dit Merry. Et qu'est-ce que c'est triste et inhospitalier. Il n'y a aucune trace d'eau, ni aucun abri, ni aucun signe de Gandalf d'ailleurs. Je me demande s'il est jamais venu ici, dit le rôdeur, regardant aux alentours d'un air pensif. Il se pencha soudain pour observer la pierre au sommet du caïrn. Elle était plus plate que les autres et plus blanche, comme si elle avait échappé au feu. Il la ramassa et l'examina, la retournant entre ses doigts. Cette pierre a été manipulée il y a peu, dit-il. Que pensez-vous de ces marques, Frodon ? Frodon sembla y voir des égratignures. Il y avait comme un signe, une petite barre suivie de 3. À mon avis, dit le rôdeur, ces runes se traduisent par G3, pour signifier que Gandalf était ici le 3 octobre, il y a de cela 3 jours. Cela montrerait également qu'il était pressé, et que le danger était proche de sorte qu'il n'a pas eu le temps, ou pas voulu, courir le risque d'écrire plus longuement ou plus clairement. Si tel est le cas, nous devons nous tenir sur nos gardes. J'aimerais que nous puissions être sûrs qu'il est l'auteur de cette inscription, quoi qu'elle puisse signifier, dit Frodon.
Le seul fait de le savoir en chemin devant nous ou derrière nous nous serait un grand réconfort. Peut-être, dit le rôdeur. Pour ma part, je crois qu'il est venu en cet endroit et qu'il était en danger. Des flammes brûlantes ont tout dévasté ici, et je me rappelle à présent la lueur que nous avons aperçue il y a 3 nuits dans le ciel de l'Est. Je devine qu'on l'a attaqué au sommet de cette colline. Sans pouvoir présumer l'issue de la lutte, il n'est plus ici, et nous devons maintenant nous débrouiller et trouver notre propre voie vers Fontcombe. À quelle distance se trouve Fontcombe demande alors Frodon. J'estime qu'il nous reste encore au moins 15 jours de voyage, car je ne crois pas que nous serons en mesure d'emprunter la route, répondit le rôdeur. 15 jours, dit Frodon. Il peut se passer bien des choses d'ici là. Ils restèrent silencieux un moment, au sommet de la colline, aux abords des pentes du sud. En cet endroit désolé, Frodon comprit pour la première fois à quel point il était loin de chez lui, et combien il était en danger. Il regrettait amèrement que la fortune ne lui ait permis de demeurer en paix dans son comté, tranquille et bien-aimé. Soudain, il se rendit compte que 2 petites taches noires se déplaçaient lentement vers l'ouest. Puis, il en vit encore 3, qui se dirigeaient peu à peu vers l'est, à la rencontre des autres. Il poussa un cri et saisit le bras d'Aragorn. « Qu'est-ce que c'est » murmura Frodon. Les yeux perçants du rôdeur ne doutaient pas de ce qu'il voyait. « Oui, l'ennemi nous a rejoints. » J'aime bien tout le mystère qu'on en fait sur Gandalf, qu'est-ce qui lui arrive vraiment, et pourtant je trouve que par petites brides d'informations, on en fait encore quand même le héros qui est là-bas, enfin tu vois, qui est passé en vitesse, qui s'est battu, et je trouve, en plus quand tu connais un peu l'histoire, je le vois, ouais c'est ça quoi. Je le vois vraiment en fait gérer 5 Nazgûl, puis courir là-bas, je regérer 3 Nazgûl, et puis... Ouais. Et te dire qu'ils n'étaient pas si loin finalement, ils ont vu les traces de son combat là pendant la nuit, un peu plus tôt. Bah, du coup, j'en profite vite avant la dernière partie de ce chapitre pour faire un petit dossier, comme on va l'appeler sur Amonsoul. Amonsoul. Alors, Amonsoul ou le Mont Venteux, ce n'est pas la tour de guet en fait. Je ne pense pas que la tour de guet ait de nom, je pense que c'est l'endroit, mais on va voir ça tout de suite. Donc, le Mont Venteux ou Amonsoul est le point le plus haut et le plus au sud des collines du Vent. Au sommet se trouve donc la tour de garde qui surveillait la grande route de l'Est dans le centre de l'Eriador. L'élévation par rapport à la plaine y est de plus ou moins 300 mètres et 600 mètres par rapport au niveau de la mer. Ça vous donne une idée. C'est comme notre point le plus haut en Belgique. Oui, voilà. Signal de Botrange. Donc c'est Elendil qui fut construire la tour de garde et y plaça le plus puissant de ses 3 palantirs, faisant ainsi de l'endroit un point stratégique capable de communiquer très rapidement avec Anúminas, la capitale du royaume d'Arnor. Donc les palantirs, ce sont donc ces boules de vision qui permettaient, donc à l'époque, quand il y en avait plusieurs, de communiquer entre elles, une sorte de smartphone. Ben, je pense qu'on pourrait refaire... on refera un dossier sur les palantirs, peut-être dans les c'est le retour... Non, c'est dans les 2 tours. Ouais, dans les 2 tours. Mais voilà, il y avait 7 pierres qui ont été ramenées de Numénor, la plus grosse étant à Osgiliath, la capitale du Gondor, et les 6 autres étant réparties un peu partout. Elle permettait vraiment de faire un FaceTime. Oui, c'est vraiment du FaceTime. Oui, de procurer des visions et aussi de corrompre, du coup, d'une certaine manière. Enfin, quand elles seront utilisées par Sauron, mais ça, c'est pas encore le cas. C'est pas le pouvoir de la pierre en tant tout, que telle, base, ça dépend de la personne qui l'utilise. Puisqu'en fait, elles sont reliées entre elles, donc à partir du moment où Sauron s'en empare, ça lui permet de transférer ses pouvoirs d'un point à l'autre, et donc de corrompre les gens qui regardent par une pierre. Mais le commun des mortels ne pouvait pas corrompre avec, quoi. Non. Donc c'est d'ailleurs dans cette tour de garde que, comme tu le disais Cyril, se sont retrouvés Gil-galad et Elendil avec leur armée en 3431 du deuxième âge lors de la dernière alliance des elfes et des hommes. Alors c'est intéressant de noter que après la mort d'Elendil, lors de la bataille de la dernière alliance, c'est Isildur qui devient deuxième roi d'Arnor en même temps que celui du Gondor, mais à sa mort, en l'an 2e du troisième âge, c'est son 4e et dernier fils qui devient roi, Valendil. S'ensuit alors plusieurs générations et un énorme temps de paix pendant 860 ans jusqu'à Earendur. Et à sa mort, ses 3 fils se partagent donc le royaume qui devient donc l'Arthedain, le Cardolan et le Rhudaur. Désolé, c'est assez dur à prononcer. Okay. Donc voilà, donc le royaume d'Arnor est divisé en 3 parties. Donc Amonsoul étant au milieu des 3, fut alors le sujet de discorde pour savoir à qui la tour de garde appartenait. Et donc s'ensuit plusieurs conflits, voire des petites guerres au sein même du royaume d'Arnor. C'est assez... Tout ça pour une histoire de France, en fait. Oui, c'est ça, qu'on se le dise.
Et donc c'est jusqu'à ce que l'Arthedain et le Cardolan s'unissent face au Rudor. Je sais vraiment pas comment ça se prononce, je suis désolé. Rudaor. Rudaor, à mon avis. Il n'y a pas de tréma ou quoi. Donc. Mais donc la descendance de cette partie-là n'était plus vraiment numénorienne. C'était des hommes c'était des hommes un peu malades, comme il est dit, je le traduis littéralement, hein, des hommes malades qui étaient tombés en fait du côté d'Angmar. Ok. Donc voilà. Et j'ai lu aussi, ça c'est pas dans mon petit dossier, mais que ça va rester donc un peu un territoire à l'abandon carrément jusqu'à ce que, désolé pour le petit spoil, mais ce que Aragorn reprenne le trône et devienne donc roi du royaume, on appelle ça le royaume réuni, enfin soit du royaume d'Arnor et de Gondor, vu que en fait Aragorn est l'héritier légitime de ces deux royaumes, quoi. Donc littéralement des 3/4 du continent. Ouais. Et donc il va réhabiliter cet endroit, quoi. Ouais. Okay. Merci FX pour ces précisions. Mais de rien. Partis explorer les alentours proches, Pippin et Sam découvrirent une source d'eau claire, des traces de pas encore fraîches, ainsi qu'une petite réserve de bois pour le feu. Ils se demandèrent si Gandalf n'était pas venu plus précisément par ici avec l'intention de revenir. Cette découverte intéressa Grandpa, d'après qui les traces étaient celles de rôdeurs, à l'exception d'une, plus récente et qui avait été laissée par des pieds bottés. Des pieds bottés, comme les cavaliers noirs. Cette idée inquiéta Sam qui préférait partir, mais force était de constater que leur position en hauteur était la meilleure qu'ils pouvaient tenir d'ici la tombée de la nuit. S'ils partaient, ils seraient sans protection et à la vue de n'importe quel cavalier. « D'ailleurs, les cavaliers, voient-ils » demanda Merry. « Je veux dire, il semble qu'ils se soient généralement servis davantage de leur nez que de leurs yeux. Mais vous nous avez fait mettre à plat ventre en les voyant en bas. Et maintenant, vous parlez d'être vus si nous bougeons. » C'était une erreur d'aller là-bas à trois et de nous tenir en haut debout si longtemps. Les chevaux noirs voient, et les cavaliers peuvent employer des hommes et d'autres êtres comme espions. Eux-mêmes ne voient pas comme nous le monde de la lumière, mais dans l'obscurité ils perçoivent maints signes et formes qui nous échappent. C'est alors qu'ils sont le plus à craindre. Et en tout temps, ils sentent le sang des êtres vivants, le désirant et le haïssant. Mais il est d'autres sens que la vue et l'odorat. Nous pouvons sentir leur présence, ils peuvent également sentir la nôtre. Et puis, ils sont attirés par le pouvoir de l'anneau. Mais n'ayez crainte, Frodon. Il y a toujours de l'espoir. Bien que cela risque de trahir leur position, ils prirent le bois qu'ils brûlèrent pour se réchauffer, manger, et, si nécessaire, se défendre. Leur repas fut frugal, malgré la faim qui les tenait, car il fallait économiser les provisions. Les territoires qu'ils traverseraient par la suite étant hostiles et désertés, la chasse ou la cueillette ne serait pas suffisante pour nourrir 4 hobbits. Le froid se levait et la nuit tombait. Le ciel se dégageait progressivement de ces nuages et on pouvait apercevoir les étoiles. Serrés autour du feu, les hobbits ne pouvaient voir en contrebas qu'une terre grise qui s'étendait au loin dans l'obscurité. Quelque peu à l'écart et profitant des brillantes lueurs dispensées par le feu, Grandpa leur raconta des histoires sur les hommes et elfes des temps anciens, tout en tirant sur sa pipe. « Elle doit être plus vieux qu'il n'y paraît pour connaître des contes sur des temps circulés, » se disait Sam. Toujours friand des récits sur les elfes, il insista pour que leur soit racontée une aventure qui leur réchaufferait le cœur. Grandpa se résolut alors de leur partager l'histoire de Beren et Luthien. Voici donc l'histoire de Beren et Luthien. Luthien Tinouviel était la fille de Thingol, un roi des elfes sur la Terre du Milieu, à l'époque où le monde était jeune, et elle était la plus belle qui ait jamais existé parmi tous les enfants de ce monde. Beren, fils de Barahir, était quant à lui un homme mortel. En ce temps-là, le grand ennemi, Melkor, dont Sauron n'était que le serviteur, résidait en Angband, dans le nord, et les elfes de l'ouest, revenant en terre du milieu, lui faisaient la guerre pour recouvrer les Silmarils qu'il avait volés, et les pères des hommes aidaient les elfes. Mais l'ennemi fut victorieux, et Barahir fut tué. Beren, son fils, s'échappant au milieu de grands périls, franchit les montagnes de la Terreur pour passer dans le royaume caché de Thingol, dans la forêt de Neldoret. C'est là qu'il aperçut Luthien. Sa beauté était semblable aux étoiles, et son visage rayonnait de lumière. Elle chantait et dansait dans une clairière près d'une rivière enchantée, et il la nomma Tinouviel, c'est-à-dire le rossignol en langage ancien. Maints chagrins s'abattirent sur eux par la suite, et ils furent longtemps séparés. Luthien délivra plus tard Beren des cachots de Sauron, et, ensemble, ils affrontèrent de grands dangers. Ils jetèrent même le grand ennemi à bas de son trône et prirent sur sa couronne l'un des 3 Silmarils, le plus brillant de tous les joyaux, en guise de présent de mariage de Luthien à son père Thingol. Finalement, Beren fut tué par le loup de Melkor qui venait des portes d'Angband, et il mourut dans les bras de sa belle. Souhaitant le suivre au-delà du monde,
elle choisit de devenir mortelle. On chante qu'ils se retrouvèrent au-delà des mers séparatrices et qu'après avoir marché un bref temps, de nouveau vivants dans les bois verts, ils passèrent tous deux, il y a bien longtemps, hors des confins de ce monde. Et c'est ainsi que, seule de la race elfique, Luthien Tinouviel est vraiment morte et a quitté le monde, et que les elfes ont perdu celle qu'ils aimaient entre tous. À mesure que Grandpa avait parlé, la lune était montée jusqu'au-dessus d'eux. Il était tard. Alors que les hobbits levaient les yeux pour regarder l'astre qui les éclairait, ils virent au sommet de la colline qui les surplombait quelque chose de petit et de sombre. Une grande pierre dressée, sans doute. Mais Sam et Merry se levèrent et s'éloignèrent du feu pour mieux distinguer cette forme. Frodon et Pipin restèrent assis en silence. Grandpa observait attentivement la lumière de la lune sur la colline. Tout était calme et silencieux. Un peu trop. Et maintenant que Grandpa s'était tu, Frodon sentait une peur froide lui envahir le cœur. À ce moment, Sam revint en courant. « Je sais pas ce que c'est, dit-il, mais j'étais tout d'un coup pris de peur. J'ai senti que quelque chose rampait sur la pente, là. As-tu vu quelque chose ? Non, monsieur, j'ai rien vu, mais je suis pas resté pour regarder. Je n'ai rien vu, dit Merry. Ou il m'a semblé voir quelque chose vers l'ouest. On aurait dit 2 ou 3 formes noires. Elles semblaient avancer de ce côté-ci. Tenez-vous tout près du feu, la tête tournée vers l'extérieur, cria Grandpa. Prenez les plus longs bâtons à la main. Durant un temps qui leur parut incroyablement long, ils guettèrent, silencieux et fiévreux, le moindre mouvement aux alentours. Lorsque soudain, ils sentirent se lever une ombre, ou davantage. Ils écarquillèrent les yeux, et les ombres parurent grandir. Bientôt, il n'y eut plus aucun doute. 3 ou 4 hautes silhouettes noires se tenaient là, sur la pente face à eux, les regardant du dessus. Frodon crut entendre un léger sifflement comme un souffle venimeux, et il sentit un intense froid l'envahir. Les ombres plus noires que la nuit avançaient lentement. Terrifiés, Merry et Pipin se jetèrent au sol. Sam se serra aux côtés de Frodon qui tremblait de froid. Le désir de passer l'anneau à son doigt s'empara soudain de lui, et il ne put plus penser à rien d'autre. L'anneau l'appelait. Incapable de parler ou de bouger, il percevait que Sam le regardait, inquiet. Les ombres avançaient toujours. Frodon ferma les yeux et lutta un moment, mais la résistance devint insupportable, et il finit par sortir lentement l'unique pour le glisser à son index. Sa vision du monde changea aussitôt. Bien que tout le reste demeurât comme avant, indistinct et sombre, les formes dans l'ombre devinrent terriblement nettes. Il pouvait à présent voir sous les enveloppements noirs. 2 formes se tenaient en hauteur, immobiles, et les 3 autres avançaient, encore. Frodon voyait luire dans leurs figures blanches des yeux perçants et impitoyables. Il distinguait sous leur cape de longues robes grises, leurs cheveux blancs étaient coiffés de aumes d'argent, et ils brandissaient dans leurs mains décharnées des épées d'acier. Leurs yeux se braquèrent brusquement sur lui, et les spectres se ruèrent vers lui. Dans un réflexe, Frodon tira son épée qui lui parut rougeoyer comme un brandon de bois enflammé. 2 des formes s'arrêtèrent net, mais la 3e, plus grande que les autres et dont le aume était surmonté d'une couronne, continua. D'une main, elle tenait une longue épée, et de l'autre un poignard. La forme s'élança en avant, droit sur Frodon. Frodon se jeta au sol en criant « Elbereth, Giltoniel !» Dans sa chute, il porta un coup au pied de son ennemi qui poussa un cri glacial dans la nuit. Mais il ressentit en même temps une incroyable douleur, comme une flèche de glace empoisonnée qui lui perçait l'épaule gauche. Au moment même de perdre connaissance, il aperçut, comme dans un brouillard tourbillonnant, Grandpa qui bondissait hors de l'obscurité, une torche de bois enflammée dans chaque main. Dans un ultime effort, Frodon laissa tomber son épée, retira l'anneau de son doigt et le tint dans sa main crispée. Mais ça, c'est pas difficile d'avoir les images en tête. C'est assez fidèle à... Ah oui, c'est À exactement l'œuvre la même scène. cinématographique. Ouais. D'ailleurs, je reviens sur un petit truc qui est le fait qu'on parle ici d'une forme noire qui rampe. Et que du coup, on parlait par rapport à notre théorie sur Gollum. Non, malheureusement. c'est Gollum. D'ailleurs, on a reçu un... Oui, mais ça l'a. Moi, je trouve que ça l'infirme encore plus la théorie de Gollum. Ça l'infirme. Hein, Ouais, c'est pas Gollum. C'est-à-dire Non, que. mais J'aimerais, mais non, attendez. c'est vraiment Ouais. des spectres. Parce que on pensait qu'on était les seuls à avoir évoqué cette théorie, mais on a reçu un message d'une certaine Pauline, d'ailleurs bonjour Pauline et merci pour ton message, qui nous disait qu'elle-même n'avait jamais envisagé que ce soit autre chose que Gollum, et d'ailleurs elle pensait que c'était Gollum, quoi, c'était évident. Mais Moi, j'avais envie d'y croire à ce que ce soit Gollum, mais en fait, au plus on avance, au plus on a de nouveau ces descriptions Non. semblables des Ouais, mais spectres. en même Je pense temps- que c'est vraiment plus cohérent que en ce même soit temps, des spectres à chaque fois. en même temps, ils les avaient déjà vus au moment où ils aperçoivent cette ombre, et ils ne font pas directement le lien. Donc c'est pourquoi
Oui, je sais C'est pas. une manière d'écrire. Parce Peut-être qu'il qu'il faudrait part- revoir la version anglaise aussi originale pour voir comment ils sont décrits. Hmm, Mais on reparle en Ouais, plus ouais. ici très clairement du fait qu'ils ne voient presque pas, même dans l'obscurité, ils se fient énormément à leur odorat. Donc cette espèce de forme Ouais, qui ouais. se glisserait au sol pour sentir les traces, elle me paraît d'autant plus logique. Ce Et- sont des spectres. Et je trouve que le point de Pauline est intéressant de dire que on décrit cette forme qui rampe. Moi aussi, je trouvais l'utilisation du mot croupeton Mhm. clairement des mots qui sont dans le champ lexical de Gollum, mais Ouais. pas des cavaliers noirs. Mais en même temps, voilà, ici, on a encore, c'est clairement les cavaliers noirs qui sont là, et on dit qu'il y en a une des ombres qui rampe. Mhm. Donc voilà, comme tu dis, moi, ça infirme un peu, malheureusement, cette magnifique théorie. Mais non, Gollum est probablement Non, moi, bel je et la bien garde. bloqué dans la Moria Je pour la encore garde. un petit mois. J'adore. Peut-être qu'on aura plus d'informations aussi quand on avancera dans l'histoire et qu'on rencontrera Gollum. Peut-être que lui donnera des informations sur son trajet Ouais, et peut-être. sur le temps qu'il a peut-être passé bloqué en Moria ou ailleurs. Enfin, on le Peut-être que saurait, je peut-être pense. que cela nous éclairera aussi à ce moment-là. Mais je vais en profiter du coup, vu qu'on parle des. Il y a pas mal de choses en fait à dire sur les Nazgûl, mais même déjà avant les Nazgûl. Donc Frodon, en fait, au moment où ce spectre coiffé d'un aume et d'une couronne s'approche vers lui pour le saisir et le poignarder, Frodon se jette à ses pieds avec son épée qu'il voit rougeoyer dans ce monde des ombres. Et en fait, moi, quand je l'avais lu la première fois, pour moi c'était juste une description parce que il a une épée étrange en main, ou vu que toute sa perception du monde est changée, je me suis dit c'est juste anecdotique. Mais en fait, c'est parce que son épée, elle vient des Galgal. Elle vient d'une des oui. tombes des Galgal, Ah, d'après moi, et c'est pour ça qu'il arrive à déchirer un lambeau de la robe de ce spectre, et que du coup celui-ci hurle parce qu'il est blessé d'une certaine manière. C'est parce que d'après moi, Frodon en fait juste avait une arme qui avait servi à combattre Angmar et les Nazgûl à l'époque. Mais n'est-il pas dit plutôt que c'était justement les dagues qu'ils avaient étaient les seuls enfin, étaient des dagues qui pouvaient. C'est pas. Elles avaient été en tout cas forgées à l'époque pour se battre, Pour se battre contre Angmar et les Angmar. spectres. Oui, oui, Et c'est donc ça. les spectres. Donc fatalement, je pense qu'elles ont un certain pouvoir. Dites-moi si je rêve que Tom Bombadil a dit à un moment que ces dagues étaient utiles contre Oui, oui, des oui. spectres, Ouais, il l'a dit. contrairement Il à... l'a dit. Il a dit que c'était des dagues qu'on ne forgeait plus, enfin ce genre Oui, oui, oui. d'armes qu'on ne forgeait plus de nos jours. Quoi. Ouais. Mais je vais en parler d'ailleurs maintenant pour expliquer un peu qui sont les Nazgûl parce que on les connaît, mais on les connaît pas forcément très bien. Il faut savoir que les Nazgûl c'était des hommes originaires de Numénor, d'Angmar, de Umbar, du Harad ou du Rhûn. Ils étaient autrefois des rois et des hauts seigneurs qui, avides de pouvoir, vengeance ou immortalité, acceptèrent chacun un cadeau de Sauron, censé les rendre plus puissants. Ce cadeau, il était un anneau. Un anneau. Les anneaux, évidemment. Chacun les reçut 9. un anneau. Et tous ces anneaux étaient sous l'emprise de l'unique, l'anneau de Sauron, et ils finirent par sombrer peu à peu sous l'influence du Mordor, pour finalement devenir des esclaves de la volonté de Sauron, des spectres de l'anneau, des Nazgûl, ou, en langue quenya, des Ulairi. Ils ont désormais donc l'apparence de spectres, enveloppés dans des grands manteaux noirs, et on les appelle cavaliers noirs, en raison de leur destrier, mais ils montreront plus tard des créatures ailées. On sait, au deuxième âge, on sait qu'ils combattaient aux côtés de Sauron, jusqu'à la fameuse bataille de la dernière alliance des hommes et des elfes, où Sauron perdra l'anneau. Après la chute de leur maître, ils vont faire profil bas, jusqu'au troisième âge, 1000 ans plus tard environ, et c'est là que leur chef, le roi sorcier, réapparaît pour fonder le royaume maléfique d'Angmar. Alors ce roi sorcier, il a cette appellation des hommes, c'est les hommes qui ont décidé de l'appeler ainsi, Ouais. parce qu'il faisait de la sorcellerie, des maléfices, etc. Et c'est sur ce royaume maléfique d'Angmar qu'il va régner pendant plus de 600 ans. Et il va attaquer les hommes et s'employer à briser la lignée des rois du Gondor. Donc c'est à cause de lui qu'on a perdu cette lignée des rois et qu'on n'aura plus que des intendants au Gondor. En fait. On a déjà évoqué toutes ces guerres qui se sont passées justement dans les royaumes du Nord, près de la comté, etc. Sur ces terrains-là, le terrain des Galgal évidemment, toutes ces guerres qui ont confronté les hommes et les derniers Numénoriens en fait face et ce dont on parlait pour Amon Sul, une partie du royaume d'Arnor étant divisée en trois, une partie s'est ralliée, enfin a été corrompue, s'est ralliée au pays d'Angmar. Et ce roi sorcier d'Angmar, du coup, sera finalement repoussé des royaumes du Nord, et il ira rejoindre Sauron pour l'aider à revenir au pouvoir. C'est à ce moment-là qu'il prendra la cité de Minas Ithil, proche de Minas Tirith et du Mordor, et la transformera en Minas Morgul, soit la tour de la sorcellerie. Dans les événements que nous suivons dans Le Seigneur des Anneaux, la mission des Nazgûl est de retrouver l'anneau pour le ramener à leur maître, mais également d'être ses lieutenants d'armée. Ils résident à Dol Guldur, à Angmar et en Mordor. D'ailleurs, j'ai vu une info qui est officieuse, mais que je trouve en fait assez pertinente, et je pense pas que Tolkien la renierait. C'est que c'est au Mordor
que l'esprit des Nazgûl est renvoyé pour reprendre forme physique lorsqu'ils sont vaincus au combat. Ok. C'est vraiment une information qui vient des jeux Shadow of Mordor, etc. Mais moi, je me demandais toujours, du coup, quand ils se font vaincre, surtout dans la communauté de l'anneau, qu'est-ce qu'ils deviennent. Parce qu'à un moment, ils se font emporter par une vague, à un moment, comme ça. Et ils disparaissent. Mais bon, après, tu vois que l'eau, elle refait de nouveau 50 cm de profondeur. Ils sont pas juste cachés dans l'eau. Je me dis qu'effectivement, si leur forme physique est endommagée... Sachant qu'on y reviendra, mais à cet endroit-là, c'est aussi pas seulement de l'eau, mais c'est aussi des pouvoirs magiques, évidemment. Donc, moi, pourquoi pas, une info que j'aime bien m'imaginer. Mais qui sont les Nazgûl le plus précisément ? On n'a pas de nom pour eux, sauf pour 2. On a le roi sorcier d'Angmar dont je viens de parler, qui est le chef des Nazgûl et le second de Sauron. C'est celui qui blesse donc Frodon à Amon-Sul, au Mont Venteux, et qui tuera plus tard le roi Théoden sur les champs de Pelennor. Mais il y en a également un autre, que vous ne connaissez peut-être pas, que moi je ne connaissais pas en tout cas, qui s'appelle Khamûl, ou Khamûl l'Oriental. Okay. C'est le second du roi sorcier, et il est chargé par celui-ci de récupérer l'anneau en comté, car il serait le Nazgûl qui sentirait le mieux la présence de l'anneau. C'est donc Khamûl qui questionne Amphast Gamgee à cul-de-sac sur le départ de Frodon. Enfin, ils sentent bien la présence de l'anneau, mais ils remontent pas jusqu'à cul-de-sac pour y aller, quoi. On n'a pas dit que c'était le plus brillant, on a dit que c'était celui qui avait le nez le plus fin. Et donc dans le film, ce serait ce Khamûl qu'on voit interpeller le père Maggoth avec son chien, qui est là, la comté, Saquet. Ce serait plutôt un des rois du coup du Harad. Vu son nom, ce serait plutôt quelqu'un qui viendrait de l'Orient. Ouais. Et donc après la bataille des champs de Pelennor, où Éowyn et Merry vaincront le roi sorcier, c'est Khamûl qui prendra le commandement des spectres jusqu'à la destruction de l'anneau. Mais tu dis qu'on a son nom, mais on a juste le nom du Witch King, du roi sorcier, mais on n'a pas son nom de roi original. On n'a pas son nom véritable, c'est juste le seul qui est vraiment officiellement nommé. J'ai toujours trouvé ça intéressant, puisqu'en fait on a quand même énormément d'informations sur l'histoire de la Terre du Milieu, des royaumes d'Arnor, de Gondor, etc. Mais on n'a pas les noms des 9 à qui on a donné les anneaux, qui étaient vraisemblablement des personnages extrêmement importants. C'est comme s'il y avait un tabou qui avait été porté sur eux, ou qu'on avait voulu rayer leur nom de l'histoire pour ne plus parler de... On parle du Witch King comme étant potentiellement de descendance numénorienne et potentiellement de descendance... étant un roi. S'il avait ça tombe, on a son nom... On ne sait pas c'est qui, en fait. Ouais, donc ça tombe, on a son nom. On peut regarder tous les rois, toute la descendance royale de Numénor, on sait, mais on ne sait pas c'est lequel. Dans les commentaires du podcast, si ça vous intéresse de faire ce travail de recherche et de nous donner les noms. En tout cas, à mon avis, en checkant les dates, il y aurait probablement moyen d'avoir une idée entre 3 et 4 rois, mais bon, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Alors, pour les caractéristiques des cavaliers noirs, pour faire un petit inventaire de leurs capacités. Les cavaliers noirs ont une vue limitée, ça on l'a vu, surtout en plein jour, mais dans le monde spectral, ils voient parfaitement bien, et encore mieux Frodon quand celui-ci porte l'anneau. Leur odorat est aussi très développé, et ils craignent le feu. Leur plus grande arme est la peur qu'ils infligent à leurs opposants. Leur cri perçant, le souffle noir, peut paralyser de peur, évanouir, pousser les plus vaillants à la fuite, à la folie, voire même la mort. Ils ont la capacité d'influencer celui qui porte l'anneau lorsqu'ils sont proches, comme le pousser à le porter, l'inciter à rester immobile, et certainement d'autres sorts maléfiques inconnus. Ils peuvent utiliser des lames de Morgul, dont le fonctionnement est le suivant. Une fois que la lame pénètre dans la chair de l'ennemi, elle se brise, mais l'éclat reste dans le corps de la victime. Cet éclat présent dans le corps se ferait un chemin jusqu'au cœur, et s'il n'est pas retiré à temps, la victime se transforme en spectre. Ça, c'est quelque chose qui est expliqué dans un chapitre ou deux suivant, mais j'avais totalement oublié cette information à la lecture. C'était toujours resté un peu flou pour moi. C'est ce que vit Frodon. C'est ce que vit Frodon, en fait, c'est ça. Et même plus que ce que vit Frodon, ça c'est du coup en relisant ceci et en pensant à un des précédents chapitres, c'est ce qui me fait dire que les êtres des Galgal sont en réalité des spectres devenus ainsi parce qu'ils ont combattu le royaume d'Angmar, le roi sorcier notamment, et que ces ombres spectrales qu'on voit dans les Galgal et qui hantent ces lieux sont certainement celles d'hommes qui ont été poignardés par des lames de Morgul. D'accord. Ça ce qui expliquerait leur comportement, pourquoi ils apparaissent comme des spectres blancs, et aussi que Frodon est particulièrement tenté de porter l'anneau quand il se trouve à ce moment-là. Intéressant. Et du coup, aussi pour revenir à ce monde invisible, ce monde spectral que j'évoquais, les Nazgûl appartiennent totalement à ce monde des ombres, et c'est ce que voit la personne qui porte l'anneau, et ainsi la vraie forme des spectres, des rois cadavériques blancs. Ce monde est invisible mais tangible, et c'est à force d'avoir porté trop longtemps et trop souvent un anneau de pouvoir qu'on peut basculer dans ce monde. Ok. Donc c'est ce qu'aurait pu, c'est ce que pourrait risquer Gollum étonnamment, mais visiblement lui il s'est plutôt transformé en créature. Je pensais justement à ça pendant que tu faisais ton passage, et je me dis c'est probablement
grâce à la résistance des hobbits qui fait qu'ils Ouais, peut-être. résistent plus longtemps, mais à mon avis, Chaque race ne il aurait réagit pas fini, différemment à ouais. ça. Un homme deviendrait ainsi, un elfe peut-être également, mais pas un hobbit. un hobbit, mais plus tard, je pense. Ouais. Ouais. Parce que combien de temps il a fallu aussi aux Nazgûl pour devenir des spectres? Il leur a peut-être fallu aussi Une 500 centaine ans. d'années, ouais. Une centaine. Bon, Gollum en a clairement 500, donc c'est... Mm. Ouais. Je pense Bah, que ça pourrait être, oui, là... Les elfes ont l'air quand même de résister un peu mieux. Bon, ils ont des anneaux qui sont moins corrompus que. Oui, Mhm. les ceux anneaux des des elfes hommes. sont clairement différents, même Ouais. s'ils sont soumis à Ils sont- l'unique, ils sont différents. Ils sont un peu différents. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, ce sont les seuls anneaux qui ont été forgés au moment où Sauron avait déjà été renvoyé de la forge de Celebrimbor. C'est Oui, ça, hein. il avait compris Et- que Sauron était en train de tous et les donc- duper, et du coup il était forgé Ouais. ses anneaux de son côté sans le Mais- regard de Sauron. Ok. Et donc, coup, Sauron a un moins grand pouvoir sur eux. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série, qui l'apprennent, ben, Comme quoi, Ils la ont inversé chronologie, ça dans la série, ça mais a son importance de rester pour, fidèle à la chronologie. pour je ne sais quelle raison, ils l'ont inversé dans la série, donc voilà, on verra ce qu'ils en font. Mais... Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode long en discussions diverses. Il y avait pas mal de choses à aborder. C'est chouette parce que là on commence à, en fait, à avoir de la nouvelle matière qui arrive. Finalement, voilà, on a eu beaucoup d'explications au départ de l'aventure, à la conter, etc. Un peu moins ces derniers temps puisque en fait on voyageait avec les mêmes éléments. Beaucoup parlé des hobbits. Et nous hein. voilà en fait avec plein de nouvelles choses qui arrivent, donc ça va être assez passionnant pour la suite de l'aventure. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié votre voyage avec nous. La semaine prochaine, nous essayerons de sauver notre Frodon national qui s'est fait planter une belle lame de Morgul, comme vient de nous expliquer Julien. Et nous espérons qu'il va s'en tirer. N'hésitez évidemment pas... Suspense. Suspense. N'hésitez évidemment pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux, à nous envoyer des emails, des messages si vous avez des questions. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, même de remerciements, pour nous signifier le fait que vous nous écoutez tous les dimanches ou dans les transports. Et ben ça nous fait extrêmement plaisir, c'est extrêmement motivant, on l'a déjà dit, mais vraiment on le répète. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous mettre une note. Et puis on va finir cet épisode par une phrase que Julien voulait nous partager. Oui, Et on se laissera là-dessus. pour terminer cet épisode, il y a une phrase qu'Aragorn emploie pour décrire la légende de Beren et Luthien quand il la raconte au Hobbit. Et je voulais vous la partager parce que pour moi elle résume exactement ce que je ressens à propos du Seigneur des Anneaux et pourquoi j'aime tant cette œuvre. Cette phrase est la suivante: c'est une belle histoire, bien que triste, mais elle peut cependant redonner courage.